On s'en rend compte quand on parle de la Chine, quand on vit en Chine et qu'on rentre en France et qu'on parle d'où on vit, on se rend compte que les gens connaissent vraiment pas ce pays, quoi. Dans la tête, quelque part, réservé à l'existence de ce genre de paysages magnifiques, de modes de vie complètement différentes. Je trouve la fille est très belle, avec ses yeux, son visage. Quand elle sourit, je trouve on sent beaucoup d'émotions. Et cette émission nous laisse une question importante aussi sur l'avenir de cette communauté. Doit-elle choisir la modernité ou la tradition? On n'est pas du tout isolé, donc un paradis terrestre oublié. Donc ce n'est pas ça du tout. En fait, on est dans un passage de la tradition vers la modernité. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans Parlons-en. Rendez-vous en terre inconnue est une émission de télévision française diffusée sur France 2. Chaque émission a pour objectif de faire découvrir aux téléspectateurs un peuple lointain dont la culture et les traditions sont menacées par un mode de vie moderne. Dans le plus récent épisode, l'animateur Frédéric Lopez a emmené le comédien Clovis Cornillac au sud de la Chine à la rencontre des Miao, un des 56 groupes ethniques chinois. Dans ce nouveau numéro de Parlons-en, nous allons discuter de cette émission et de la façon dont les étrangers perçoivent la Chine. Et nous accueillons aujourd'hui 3 invités sur notre plateau. Monsieur Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et mademoiselle Wang Mo, styliste. Vous avez vécu pendant 8 années en France. Bonjour. 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 Et monsieur Pierre Bourdeau, comédien. Vous avez participé à des tournages dans plusieurs villes chinoises. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à tous les trois. Merci. Alors pour commencer cette émission, on va se replonger dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Je vous propose de commencer par regarder un extrait. Oh la dinguerie, la dinguerie, la dinguerie. C'est chez nous. C'est notre village. Et ce sont les rizières. Il n'y a rien à dire. C'est très très beau. Faut qu'on reste un instant ici parce que c'est unique. C'est magnifique. Ça me fait plaisir d'entendre que vous aimez notre village. Nous aussi, on trouve que c'est très beau. Alors on va vous laisser profiter de ce moment. Bon, les amis, la nuit va tomber. On ne peut pas rester longtemps ici, on doit y aller. Il nous reste encore beaucoup de chemin pour arriver jusqu'au village. C'est parti. Waouh. Waouh. Beaucoup de téléspectateurs ont dit avoir eu les larmes aux yeux en regardant cette émission. Ça a été le cas pour vous? J'avais pas vu l'émission en Tout entier, mais rien que de voir ça, c'est vrai que c'est pas mal tourné aussi. Il y a la musique qui joue et c'est quand même, voilà, c'est un paysage tellement beau. C'est vrai que c'est assez émouvant. Ouais. Quelle partie vous a le plus touché? Bon, en fait, cette scène est assez touchante parce qu'en fait, il faut prendre en considération que ces deux personnages sont arrivés de la France jusqu'à Shanghai, puis Shanghai, Guizhou, Guiyang, et après ils ont pris la voiture pour arriver jusqu'à quelque part un peu perdu de la montagne, et ils ont marché tellement loin pour arriver avant le coucher du soleil à un endroit pour cette vue magnifique du village, qui est un peu un îlot isolé dans les montagnes, un peu. Donc il faut prendre en considération ces parcours difficiles, de la volonté de continuer à se
plongé dans quelque part inconnu de la Chine. Donc ce sentiment est très fort pour ces deux personnes, je crois. Et pour moi, je trouve la plupart du temps de cette mission, je pense que c'est assez amusant, avec beaucoup de joie, beaucoup d'histoires et on sent beaucoup de sentiments entre les gens. Et donc, le moment où je suis vraiment touchée, c'est bien sûr quand ils se séparent. À la fin, Le moment Ouais. de séparation, c'est toujours quelque chose. On sent la tristesse qu'ils vont se séparer, mais on comprend bien qu'après ils vont reprendre la vie comme avant. Ça va rien changer, mais ça veut dire que c'est vraiment les relations qu'ils ont senti de leur cœur et ils s'aiment et peut-être ils vont se voir. Et même là, dans ce petit extrait, je trouve que ce qui touche aussi énormément, c'est quand il y a un gros plan justement sur le visage, soit du présentateur ou de Clovis Cornillac. On voit que les réactions sont vraies, quoi. C'est pas pour la caméra qu'on joue, c'est vraiment quelque chose qui est profond, ce qu'ils ressentent. Donc c'est pas mal fait quand même. Et puis on s'aperçoit au début de l'émission qu'ils sont assez gênés en fait quand ils se retrouvent. Ils marchent devant en fait au moment où ils se retrouvent sur le chemin. Clovis et le présentateur donc marchent devant et les miards sont derrière. Et à la fin de l'émission, c'est vrai que c'est là où on se rend compte en fait des liens qui ont été créés pendant les 15 jours qu'ils ont passés ensemble. On voit qu'ils ils sont beaucoup touchés, ils ont les larmes aux yeux et moi c'est aussi le moment qui m'a le plus marqué. Je trouve la fille est très belle. Et avec ses yeux, son visage, quand elle sourit, je trouve on sent beaucoup d'émotions. Même si parfois il raconte des histoires un peu tristes, mais il garde toujours un sourire. Très pur, le visage et les yeux. Depuis la création de cette émission en 2005, cette émission enchaîne les records d'audience. Par exemple, ce rendez-vous dans le Kweichow a été vu le soir même de la diffusion par plus de 5 millions de téléspectateurs, avec une part d'audience de 21,9%. Selon vous, quelle est la recette du succès de cette émission? Je trouve que cette émission a une puissance parce que donc l'équipe de création de cette œuvre avait beaucoup travaillé sur le terrain. Donc ils ont déjà envoyé des gens pour mieux connaître le terrain, aller sélectionner, choisir parmi les villages, de trouver les choses les plus précieuses, à leurs yeux bien sûr, et d'amener avec bien sûr les deux personnes, mais d'amener le public, donc le téléspectateur français, à aller découvrir quelque part on ne connaissait pas, donc qui existe depuis bien sûr des millénaires, mais qu'on ignore, surtout dans un contexte de mode de vie moderne, qu'on n'a souvent pas dans la tête quelque part réservé à l'existence de ce genre de paysages magnifiques, de modes de vie complètement différentes, donc la relation entre les gens, donc parfois épatante lorsqu'on voit la solidarité entre les membres d'un village. Donc, si on fait une comparaison avec notre propre vie, donc forcément ça crée un sentiment très choquant en se disant oui, en effet, on a passé par là. Donc l'humanité avait en quelque sorte passé par là et aujourd'hui on est arrivé ici. En fait, c'est une grande nostalgie. Je crois que sentiment de nostalgie, il n'y a pas que la curiosité et la simple envie de découvrir la différence ou l'exodisme. C'est surtout une sorte de nostalgie, de dire on devrait être comme ça aussi. On aimerait bien avoir une bonne relation avec les voisins, etc. La solidarité de notre société. Donc ça fait réfléchir. Donc c'est pour cela, je pense qu'il y a donc l'effet de cette émission dans le public n'est pas simplement le divertissement, donc on s'amuse avec ça. Ça évoque des réflexions. Cette émission qui touche beaucoup aux gens, c'est parce qu'il a montré des vraies histoires, la vraie vie et aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, l'équipe qui a travaillé sur cette émission, on sent qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Une autre émission qui a fait un interview juste après cette émission, donc la diffusion de cette émission, pendant 1 heure, en fait, ils ont révélé qu'il y a une première équipe qui vont d'abord sur le terrain, va sur le terrain pour faire le repérage et trouve un village idéal en quelque sorte, donc la position géographique et en plus donc la relation des gens, surtout est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce qu'ils sont pas trop pécuniaires, etc. Donc est-ce que on doit
absolument chercher les éléments traditionnels ou bien on tolère une partie, par exemple l'électricité, on avait mentionné l'électricité, ils chauffent leurs plats avec de l'électricité, donc est-ce qu'on peut accepter une partie des éléments de la vie moderne dans leur vie quotidienne, est-ce qu'on peut montrer cet aspect, etc. Donc ils ont quand même beaucoup réfléchi et ils ont fait un travail à l'avance pour faire habituer les habitants des caméras. Donc ils ont envoyé l'équipe de tournage avant, donc ils ont filmé les gens pendant assez longtemps pour qu'ils s'habituent. C'est ça qui est bien, c'est parce que ça ajoute en véracité là, ce qui se passe là dans ce village, à partir du moment où les gens sont habitués aux caméras, etc. On voit vraiment ce qui se passe entre les gens et c'est ça qui aussi touche beaucoup les téléspectateurs. Pourquoi est-ce qu'ils regardent cette émission-là peut-être plus qu'une autre? C'est parce qu'il y a aussi cette star qui vient, qu'on voit autrement que dans des films. On les voit pour les personnes qu'ils sont et puis comment ils interagissent avec les gens sur place et parfois peuvent se retrouver dans des situations qui peuvent être un peu cocasses. Donc il y a aussi cet attrait-là qui est vraiment important pour les... Et surtout, il y a une barrière de langue, il y a une double traduction, mais on n'a même pas l'impression il y a une... Pour le rendu final, on s'en rend compte. Et au début de l'émission, l'animateur Frédéric Lopez a dit que du point de vue occidental, la Chine est le pays le plus complexe et le plus mystérieux de la planète. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les médias occidentaux? Pas forcément, je dirais pas forcément que dans les médias, mais on s'en rend compte quand on parle de la Chine, quand on vit en Chine et qu'on rentre en France et qu'on parle d'où on vit, on se rend compte que les gens connaissent vraiment pas ce pays, quoi. Moi, avant de partir en Chine, j'ai même des gens qui me demandaient, mais il y a l'électricité en Chine? Ils ont vraiment aucune idée. Ils s'imaginent que tout le monde se trimballe avec un chapeau chinois dans des rizières partout, quoi. Donc il y a une image qui est complètement fausse de la Chine qu'on a en France. Et puis par rapport aussi à toutes les ethnies justement qui existent en Chine, voilà, les gens je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant, on pense simplement qu'il y a un type de Chine. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens et qui ne sont jamais venus en Chine et ils ont l'impression que, par exemple, je dis je viens à Beijing et ils me demandent est-ce que quand vous prenez la direction pour le centre-ville de l'aéroport, est-ce que les gens travaillent dans les champs et qui vous saluent avec le nez? Oui, moi pareil, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé mon école, c'est une école de mode. Et on parlait aussi les Chinois comme les Français, on sort le soir aller dans les boîtes, les clubs et tout. J'ai dit oui, mais je préfère sortir quand j'étais en Chine parce que c'est plus pratique. Il y a des taxis, on peut rentrer à n'importe quelle heure pendant la nuit. Et elle a dit ah ouais, oui. Ok, j'ai oublié. Parce qu'à Paris, c'est pas si facile, je pense, que pour les taxis. Parce que quand il tombe nuit, tu peux pas aller trop loin. Ils choisissent les endroits, ils le refusent de temps en temps. Et si tu habites loin, c'est cher aussi, donc c'est pas si pratique que ça. Et donc, j'ai dit en Chine, c'est plus pratique. Et la copine, elle m'a demandé. Ah ouais, c'est la pousse-pousse, c'est ça. Et en ce moment-là, j'étais pas si bonne en français, donc je connaissais pas vraiment la pousse-pousse, ce que ça veut dire. Et j'ai dit, c'est quoi? Il a dit, ah, c'est avec la personne qui te tire et qui t'amène avec le vélo. Ah non, c'est pas du tout ça. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, il y a quelques années, il y avait des inondations dans le sud de la Chine, c'était du côté du Guangxi où... Et donc moi j'étais à Pékin et j'ai ma famille affolée qui m'a appelé en disant mais il y a des gens qui meurent noyés, etc. Toi ça va, t'es bien? Je dis bah oui, c'est comme si on était à Paris et qu'on me disait il y a des inondations au Maroc, est-ce que ça va quoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte de la taille de la Chine, quoi. Donc, et justement, quand vous ne connaissez pas assez la Chine, que représente-t-elle ce pays? Jonathan et Pierre, avant de venir en Chine, quelle image vous faisiez-vous de ce pays? C'est un peu difficile de répondre parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je suis là et j'ai tendance à oublier en fait ce que j'en pensais avant. Après, moi, j'avais choisi aussi d'étudier le chinois et la culture chinoise à l'université, donc je sais que c'est un pays qui m'attirait beaucoup. Je me suis rendu compte en fait, en arrivant en Chine, que l'image que j'en avais en fait, c'était l'image que j'avais des films chinois. Et puis en général, c'était genre les films de Bruce Lee, donc plutôt tournés à Hong Kong, etc. Donc déjà au niveau de l'architecture, etc., quand je suis arrivé, c'était complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Et puis avant de venir, je connaissais aussi pas mal de Chinois en France.
Et je me suis rendu compte que les gens se comportaient complètement différemment quand ils étaient en France que quand ils étaient en Chine. Parce qu'en France, la plupart des Chinois que je connais, c'est des gens très discrets, qui parlent pas fort, etc. Et la première fois que je suis arrivé à Pékin, j'ai été surpris d'entendre les gens parler très fort. Et par rapport à la modernité, je rejoins un peu votre discours. C'est vrai que j'ai été étonné de voir qu'il y avait des endroits en Chine beaucoup plus modernes et développés que la France. Ouais. Et c'était un peu un stéréotype que j'avais avant de penser que la France était plus développée que la Chine. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Bon, bien sûr, la Chine est grande, donc ça dépend des endroits. Oui, justement, dans l'émission, ils ont fait un saut à Shanghai. Ils ont fait découvrir le Bund de Shanghai Un et peu de ils ont vu comparaison. les gratte-ciel. Donc, ils ont dit c'est le deuxième plus grande tour de toute l'Asie, etc., etc. Donc, oui, ils ont fait en fait cette comparaison, la modernité de la Chine et ensuite tout de suite un petit village. Donc il y a le contraste qui a C'est été d'autant joué. mieux, j'imagine, en plus Ouais, pour ouais. l'effet que ça leur procure après. Quoi. Alors, dans cet épisode, vous trouvez que la Chine est montrée d'une manière différente, qui sortent des sentiers battus? Je pense qu'en fait, on peut pas dire que c'est la Chine qui est représentée, parce qu'encore une fois, la Chine, c'est énorme. C'est Énorme. 56 ethnies différentes. Enfin, la Chine, en fait, c'est cet endroit précis de la Chine qui est comme ça. Mais on peut pas, bien sûr, on peut pas généraliser parce que c'est tellement riche. Et cet épisode s'est particulièrement concentré sur la communauté Miao, qui représente 1% de la population chinoise. Et l'année dernière, notre chaîne a fait une série de reportages sur les ethnies minoritaires. Jonathan, vous avez eu l'occasion d'aller dans le Guizhou. Vous pouvez nous faire partager un peu votre expérience? Avec plaisir. Justement, c'est une histoire marrante en fait, parce que quand j'étudiais le chinois en France à l'université, notre professeur nous avait demandé de choisir un sujet au choix et d'en faire un exposé. Et par hasard, j'avais choisi l'ethnie Miao. Et jamais j'aurais pensé que quelques années plus tard, et même au cours de ma vie, j'aurais l'occasion d'aller les rencontrer sur place. Il y a beaucoup de sous-catégories dans l'ethnie Miao. Les Miao fleurs, les Miao noirs, il y a plein de Miao différents. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir d'autres aspects de leur culture? Oui, alors justement, nous, on était partis dans l'idée de découvrir leurs métiers, les métiers traditionnels qui se perpétuent aujourd'hui. Donc, on avait découvert la métier? broderie, par exemple, la joaillerie, la teinture aussi. Voilà. Mais on n'a pas vraiment fait le travail des champs. Donc, c'est bien, là, j'ai découvert un autre aspect de la La culture. prochaine émission. Mais en parlant du travail des champs, justement, ce qui ressort dans l'émission, c'est que les deux Français donc, qui arrivent dans ce village se sentent un peu inutiles. Et c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là quand on va les voir, parce qu'en fait, ils vivent de façon traditionnelle, certes, mais comme c'est dit dans l'émission, ils savent prendre soin d'eux-mêmes et être indépendants. Et nous, quand on arrive là, on a presque un peu honte, en fait. L'impression de gêner. Voilà, peut-être, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis on se sent un peu inutile. Et c'est vrai qu'eux, ils savent survivre. Nous, on nous met dans un champ demain. Je sais pas si on Et arrivera sur à leur faire travail dans quelque le chose. champ, peut-être nous éprouvons peut-être un point commun, c'est pendant la période de récolte, tous les membres de la communauté se mobilisent pour les aider à récolter la précieuse riz. Donc c'est un peu la différence entre la ville et les campagnes. La solitude, peut-être on sent en ville, et la solidarité dans les campagnes. Il faut changer de perspective. En fait, la ville se base sur une coopération de tout le monde. À midi, si vous appelez pour le déjeuner d'arriver par un petit livreur, il arrive. Hein. Donc c'est une sorte de coopération, mais tout simplement c'est à l'échelle d'une grande ville avec des millions et des millions de personnes. Alors au village, ils sont tout petits, ils sont qu'une centaine, même pas. Mais ils sont forcés à s'entraider dans les champs, sinon on n'arrive pas à terminer le travail avant la pluie. Donc ce sera gâché, donc ils sont obligés. Voilà. Nous travaillons aussi en collaboration, rassure-toi. Et pendant près de 2 semaines, ils ont travaillé ensemble dans les champs. Ils ont partagé des sujets sur la vie, la mort, le mariage. Et j'ai l'impression que quand ils parlent des sujets communs comme ça, ils partagent profondément les mêmes valeurs en dépit des différences culturelles. Vous avez l'impression que c'est plus facile parfois de raconter des histoires personnelles à des inconnus? Peut-être, ouais. Quand on en parle des inconnus, peut-être qu'on n'a pas justement cette espèce de regard de jugement qui peut être porté sur ce qu'on dit. Ouais, ça peut être même une sorte de psychanalyse, je sais pas. Parce que quand on parle à un psychanalyste, c'est pareil, en général, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas au départ. Mais je pense que
Après, les genres de choses qu'on peut partager, le fait qu'on soit français ou chinois ou Mirzu ou de n'importe où, à partir du moment où on partage des valeurs qui sont basiques, humaines, la vie, la mort, oui, le mariage, tout ça, on se rend compte que finalement on n'est pas si différents les uns des autres. Que les cultures, elles nous façonnent d'une certaine manière, donc on a une certaine manière de penser, mais à partir du moment où on arrive à ce qui est principal, manger, boire, dormir, vivre, mourir, on est tous pareils. Aimer, c'est pareil. Il y a un moment donné, on a vu, la question a été posée à Clovis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais il a eu beaucoup de mal à expliquer que, donc il y a la différence de système de valeurs, donc ça lui permet de réfléchir de notre point de vue, de sa propre valeur, n'est-ce pas, dans une autre société, lorsqu'on est très très loin de sa propre société. Donc c'est très intéressant, n'est-ce pas? Après la diffusion de cette émission, beaucoup de téléspectateurs ont laissé leur message sur cette émission. Notre journaliste est allé rencontrer une téléspectatrice et le producteur de cette émission. Voyons tout de suite ce reportage. J'ai trouvé que cette émission était spécialement intéressante dans la mesure où elle nous montre un paysage d'abord extraordinaire, de rizières en terrasse créées par l'homme au flanc de montagnes superbes. Je pense que c'est ça, c'est cet échange d'humanité, de capacité à se mettre à la place de l'autre, d'empathie, et qui m'a beaucoup frappé. J'ai été très très séduit et formidablement accueilli par toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et franchement, c'était loin des idées préconçues que l'on peut se faire de la Chine ici, en France. J'ai rencontré des gens extrêmement chaleureux, des gens extrêmement concernés par leur qualité de vie, par l'environnement, par le rapport avec les minorités. Moi, j'ai adoré mon passage dans le Guizhou. Pour certains téléspectateurs, cette émission permet de déconnecter un peu toutes les horreurs qu'on voit au quotidien. Des gens simples, adorables, qui ont des sourires extraordinaires. C'est plutôt une grande leçon de vie. Justement, de pouvoir voyager comme ça et de voir les gens dans leur nature primaire, c'est-à-dire sans idées préconçues, sans politique, sans rien, juste des gens qui vivent au jour le jour dans un village comme ça. Ça nous rappelle aussi ce que nous on fait sur Terre. Hein. On est là pour vivre. Donc c'est vrai que quand on peut justement voir ce genre d'émission, on peut lâcher un peu de bagage. Et puis finalement, on apprend à se connaître en regardant l'autre. C'est comme un miroir qui nous renvoie notre image. Tout à fait. C'est le cas, je trouve, pour nous qui sommes venus en Chine. C'est en venant en Chine qu'on apprend en fait qu'est-ce que c'est d'être français. Et peut-être que vous aussi, ça a été la même chose. En allant en France, vous découvrez ce que c'est en fait qu'être chinois. Sinon, on s'imagine pas en fait toutes les différences qu'il peut y avoir. En fait, avec cette émission, c'est exactement la même chose. C'est une façon aussi d'apprendre à nous connaître parce qu'au final, on est dans notre culture, dans notre société et on a un peu du mal à se remettre en question ou à voir vraiment dans quoi est-ce qu'on est pris malgré nous. Et de voir ça nous renvoie à une autre image puisque comme tu le disais, c'est en fait une autre facette de l'aventure humaine. Il y a plein de façons d'être humain, plein de façons de vivre différentes. Et ça nous renvoie un peu ça. Je pense que c'est ce qui est assez plaisant. En fait, on aime voir d'autres personnes vivre des choses différentes. Et je pense qu'on se projette, en fait, on s'imagine toujours un peu à leur place. Tout à fait. Et cette émission nous laisse une question importante aussi sur l'avenir de cette communauté. Doit-elle choisir la modernité ou la tradition, parce que dans cette émission, ils ont parlé de l'éducation de leurs enfants. Ils doivent sortir de leur village pour travailler dans les villes pour le futur de leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'ils ont montré en fait un petit moment de leur vie pendant toute l'année, si c'est circulaire. En fait, leurs enfants doivent aller quelque part pour faire leurs études et eux aussi, ils doivent travailler pendant la moitié de l'année en ville, dans les grandes villes. C'est seulement pendant la période de moisson, enfin pour le riz, qui rentrent à la campagne pour travailler dans les champs. Donc, du coup, en fait, ça nous fait rendre compte qu'en réalité,
on est à tout moment en contact avec la modernité, avec le mode de vie moderne. Donc on n'est pas du tout isolé, donc un paradis terrestre oublié. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, on est dans un passage de la tradition vers la modernité. Donc la question se poser serait plutôt de qu'est-ce qu'on va préserver de cette tradition? Parce qu'en tout cas, nous allons un jour ou l'autre où finalement nos enfants vont finalement aller dans la modernité. Donc, comment allons-nous les préparer et quels seraient les packages, je ne sais pas, traditionnels qu'on devrait passer aux enfants comme une tradition, comme une culture, comme quelque chose de précieux de la famille. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, parce qu'en tout cas, je crois que les villages, les rizières, donc, ne vont pas persister encore 100 ans n'est-ce pas, dans le monde. Donc, c'est une création magnifique de l'homme à une époque où on n'a pas de machines, on n'a pas les grandes capacités de production de denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, c'est un beau paysage, c'est un témoigne de l'existence de cette sagesse, de cette puissance de l'homme, mais avec le temps, avec donc le progrès, ça va disparaître. Donc mais si on le perd, c'est dommage. C'est dommage, effectivement, mais la modernité... Est-ce que c'est évitable? C'est comme un fleuve qui coule, on peut préserver quelques souvenirs. Ouais. Mais je pense qu'on peut laisser les gens choisir parce que ça dépend des différents caractères. Il y a des gens qui aiment de vivre dans les villes et il y a des gens qui préfèrent la nature. Et maintenant, il y a des jeunes, même au Japon, ou des villes très... comment dire, très beaucoup de stress, moderne, un peu stress et tout, mais les gens recommencent à retourner vers la nature. Et donc, si on peut laisser les gens choisir à leur coup, et donc peut-être il y a un groupe de gens qui préfèrent de s'installer à ces endroits, de essayer de moderniser légèrement. Et en même temps, lentement. Et en même temps, on peut carter quand même ce qu'il y a. Oui, il va rester toujours ce genre d'endroit sanctuarisé. Donc les gens préfèrent vivre à la façon ancienne, etc. Mais ça reste de moins en moins. Ce sont comme les petits archipels dans l'océan qui sont très peu nombreux. Oui, mais imaginons aussi, c'est un peu plus facile à accéder. Pas besoin de 2 heures de marche et on peut bien avoir une partie de gens. Un vol, hélicoptère. Non, je sais pas, il y aura un moyen, je pense. Et donc, on peut avoir des filles ou des jeunes qui aiment bien le broderie ou ce genre de choses. On peut bien produire des belles choses à leur style et tout. Et ça peut bien faire un lien entre la vie moderne et la tradition qui est cachée dans le... En même temps, je pense que le problème d'accessibilité, c'est aussi ce qui a préservé cet endroit. C'est le fait que on ne puisse pas construire comme on veut là-bas. C'est ça qui fait que les gens ne vont pas construire des grands immeubles au milieu des rizières. Donc ça... De faciliter l'accès, je pense que ça détruirait ces cultures-là beaucoup plus vite que si ça reste comme ça. Quoi. Et pour finir, si vous pouviez partir pour un endroit lointain, où aimeriez-vous aller? Si j'ai la capacité de construire, je ne sais pas, un endroit que je peux vivre et qui me plaît, je peux aller... n'importe où, je pense. Oui. J'aimerais bien pouvoir faire un voyage quelque part sur le long de la route de la soie. Donc de découvrir un petit peu les vestiges dans le temps, du passé, où les chameaux transportaient de la soie chinoise vers le monde ailleurs, d'ailleurs. Donc ce serait magnifique. Moi, je suis assez attiré par l'Afrique, en fait, et justement le côté assez sauvage qui reste de là-bas. Si j'avais décidé de partir loin, ce serait un endroit où il n'y a pas trop de monde, qui reste très sauvage, où la nature est encore très présente. Quoi. Pour moi, avant, c'était aussi Afrique, mais je suis déjà allée. Donc maintenant, c'est les bidonvilles au Brésil. Pour y visiter et pour le travail. J'espère que c'est... Dans 2 semaines. Pas pour le travail. Non, pour y vivre. Non plus. Voyage. 2 semaines, comme dans cette émission. Moi, par rapport aux ethnies qui me restent à découvrir en Chine, j'aimerais bien aller en Mongolie intérieure. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. Comme on peut le voir dans cette émission, qu'il s'agisse de Shanghai ou de la communauté Miao, ces cultures constituent une facette d'une Chine incroyablement diverse.
Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous a donné envie de venir découvrir la Chine par vous-même. À samedi prochain. À la prochaine.